Édith Guignot se charge depuis 14h30 de collecter ce qui se dit de saillant, d'anecdotique, de brutal peut-être parfois, ou de décalé, et vous en fait une restitution. Madame la ministre, monsieur le ministre, écoutez, merci d'avoir exprimé une volonté de mettre les femmes en avant dans ce 100e congrès des maires. C'est une très belle décision et je vois qu'aujourd'hui on a une salle qui est pleine et vous dire que les échanges ont été nombreux, échanges avec un enthousiasme, avec beaucoup d'optimisme. Alors ces femmes se sont exprimées sur les problématiques rencontrées. Je voulais simplement faire un petit constat pour dire que la femme en politique, eh bien, elle a avancé à coup de loi. Il y a eu de nombreuses lois qui ont permis d'avoir cette parité. Alors le chemin sera encore long. Je voudrais rappeler les derniers scrutins, le binôme de parlementaires, l'alternance femmes-hommes dans les listes de candidats. Il y a eu aussi beaucoup de dispositions par rapport aux critères des pénalités pour les élections législatives. Toutefois, la parité n'aurait de sens que si le partage se fasse au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau de la répartition des sièges. Comment on peut expliquer aujourd'hui que 16% de femmes sont maires et 8% de femmes sont présidentes de la communauté de communes? Donc ce sont de vraies questions. Et, je voulais vous donner un petit peu un compte-rendu de l'expression de toutes ces femmes qui sont présentes sur les difficultés rencontrées. Alors bien évidemment, souvent elles se font de l'autocensure. Elles pensent qu'elles ne sont pas en capacité d'eux. Et puis après, une fois élues, elles se rendent compte que, bien sûr qu'elles sont en capacité. Elles sont aussi admiratives par rapport à l'éloquence des élus, hommes, et elles se disent, mais je ne pourrais jamais parler comme monsieur le ministre François Baroin, que j'ai entendu hier et aujourd'hui. Voilà, ce sont aussi des questions. Elles sont souvent déstabilisées par des propos sexistes, des propos d'intimidation. Alors moi, je leur exprime le fait que c'est aussi de l'intimidation, c'est aussi une façon de faire de la politique. Alors même si aujourd'hui on déplore ce concept, elles se questionnent aussi sur le temps d'investissement, parce que lorsqu'une femme s'engage, elle s'engage à temps plein pratiquement, mais à côté de ça, elles ont une vie professionnelle, une vie personnelle, et comment allier ces trois vies. Donc nous avons parlé du statut de l'élu, mais ce sera dans les propositions. Alors j'ai beaucoup de témoignages. On a parlé aussi donc de la culpabilité qu'elles pourraient avoir, mais aussi on les fait culpabiliser, les clichés, les stéréotypes, puisque lorsque vous êtes élue ou vous êtes adjointe ou vous êtes vice-présidente, bien souvent on vous nomme dans une délégation qui n'est pas forcément fonctionnelle, ou ce sont des stéréotypes. Donc il y a aussi les femmes qui ont été très positives, mais majoritairement elles ont été très positives, parce que je crois qu'elles savent prendre le pouvoir, elles ont beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités. Je prends mes fiches, je m'en excuse. Elles parlent beaucoup aussi de se former. Donc la formation, elles sont prêtes à se former pour être au fait de tous les dossiers. Elles ont aussi exprimé le fait qu'il fallait aujourd'hui qu'elles se prennent en main, qu'elles puissent jouer des coudes aussi pour être reconnues, pour qu'elles aient une visibilité. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je ne vais pas être très longue parce que elles ont repris aussi la parole de la femme. Alors, moi, j'ai assisté ces 2 jours au 100e congrès des maires. J'ai bien vu que dans les réunions, bien sûr, ce sont les hommes qui prennent la parole, qui questionnent, mais nous n'avons pas de femmes qui prennent la parole. Alors, elles n'osent pas encore, mais je pense qu'elles vont arriver à prendre la parole. Après, il faut effectivement, je crois que le 100e congrès des maires, c'est aussi un lieu d'information,
hein, donc prendre la parole, il faut avoir préparé ces questions, et ça se prépare. Voilà, donc, mais globalement, cette réunion, cet échange avec ces femmes, c'est extrêmement positif. Alors, plusieurs propositions sont sorties de ces débats. Alors, oui, apprendre aux femmes à oser. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des élus, des conseils municipaux, différentes instances, et on a besoin aussi de permettre une transmission qui devrait se faire par rapport aux anciens élus. Et cette transmission, elle peut se faire naturellement. On a parlé de formation. Nous avons parlé aussi des formations sur les stéréotypes. Parce qu'aujourd'hui, dans le langage de chacun, eh bien, je pense que c'est avoir des stéréotypes continuellement. Les hommes qui pensent à la place des femmes, ou les femmes qui j'ai entendu, ne se mettent plus en robe parce qu'elles ont des réflexions, c'est pas possible, quoi. Il faut changer les choses. Donc, développer la formation. Et il y a une demande... en pensant qu'à l'AMF, vous avez initié ce temps très fort pendant le 100e congrès, il serait intéressant que les instances de l'AMF, et sous votre contrôle, il y ait un rendez-vous national au congrès des maires qui permettrait d'avoir une évaluation, d'avoir peut-être plus d'hommes dans ces réunions, parce que je crois que nous changerons les choses si les hommes sont acteurs. Et aussi peut-être créer un groupe de travail dans le cadre de l'AMF pour travailler sur les différentes difficultés rencontrées, mais comment on fait avancer la parité et comment on échange. La transmission pourrait se faire aussi par des parrainages. Ce serait aussi quelque chose d'intéressant. La transmission peut se faire aussi par la création de conseils municipaux jeunes, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu quelques collègues qui ont mis en place des conseils municipaux, et je pense que notre jeunesse, c'est très important. Et en parlant de jeunesse, nous avons parlé aussi de cette égalité femmes-hommes, hein, qui est toujours importante. On se disait que l'éducation familiale doit porter cette égalité à femmes-hommes, mais l'école de la République doit le faire aussi. Mais c'est aussi dans les instances de l'AMF, s'il y a des animations politiques qui pourraient se faire au niveau national, mais qui redescendent sur les territoires. Hein. C'est comme les lois, il faut à un moment donné que les lois puissent redescendre et qu'on puisse expliquer, faire de la pédagogie pour pouvoir avancer. Donc cette animation politique, je pense que l'AMF est tout à fait parfaite pour le faire. Nous avons parlé aussi que sur les territoires, nous pouvions être en capacité, les élus, de faire émerger des talents, faire des détections, hein, parce que je crois qu'aller chercher des femmes qui au départ ne sont pas tout à fait, ne savent pas si elles vont être compétentes ou pas, on sait qu'elles le sont, et c'est important qu'on puisse détecter ces talents. Et puis lorsqu'il y a un départ d'une femme, qu'elle soit toujours remplacée par une femme. Voilà. Donc, et j'ai encore autre chose à la tête d'un exécutif. Il serait intéressant qu'il y ait un tandem paritaire, femme-homme ou homme-femme, mais pour permettre aussi cette parité. Lionel, on vous remercie du fond du cœur et avec nos deux petites mains. On va vous oublier. François Baroin, je vous laisse le soin, bien sûr, d'accueillir notre ministre et peut-être de faire part de quelques projets de l'AMF autour de cette question. Oui, bien sûr. Merci de l'honneur que vous nous faites, Madame la Ministre, d'être présente ici pour ces travaux. C'est probablement, en effet, l'un des forums qui a le plus été sollicité, accompagné et naturellement animé. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la mise en perspective de vos travaux. Je suis bien navré de ne pas avoir pu écouter l'ensemble de vos échanges. Malheureusement, ce 100e congrès a mis en lumière toutes les politiques publiques de lien entre l'État et les collectivités locales, toutes les problématiques. Mais nous avions décidé, au sein des instances de l'AMF, de mettre en perspective le rôle, la place et les responsabilités des femmes, bien sûr dans la société en général, mais surtout dans l'exercice des responsabilités électives. C'est la raison pour laquelle je vais retenir et je proposerai au bureau et au comité directeur toutes les propositions que vous avez formulées. La première, c'est qu'il y a un rendez-vous régulier au Congrès des maires.
Le 100e est symbolique, il rentre dans l'histoire pour nous tous. Ça donne la profondeur de champ du rôle et de la place des communes dans notre société depuis plus d'un siècle, mais en réalité depuis la Révolution française. C'est aussi une marque importante de bien montrer l'évolution de la société. Et cette société évolue très vite, très rapidement, dans la bonne direction. Certains donneront leurs sentiments personnels. Pour ce qui me concerne, pour des questions d'éducation, parce que je pense que l'éducation joue aussi beaucoup, c'est absolument naturel, évident et parfaitement dans la logique du sens de la vie en commun d'être en responsabilité aux côtés des femmes. Moi, je suis maire depuis 22 ans. La parité à l'intérieur de l'exécutif, on l'a mis en place quasiment depuis le premier mandat en 1995 et ensuite en 2001. Il n'y avait aucune loi, il n'y avait pas de cadre, mais il y avait des femmes qui ont voulu s'engager, qui ont posé les mêmes questions que vous, madame, sur est-ce que je serais capable, sur la prise de parole en public, sur le fait de ne pas toujours ou systématiquement avoir comme responsabilité confiée le social ou l'éducation. Il y a aussi ce caractère presque inhérent, même s'il n'y a pas de la mauvaise volonté, mais d'espèce d'indication, de chemin. C'est par là que ça se passe, c'est là où vous devez aller, c'est la direction, c'est là où il y a de la lumière. C'est pas vrai. On a beaucoup progressé depuis. Le cadre législatif est certainement un cadre qui a favorisé l'émergence d'une génération de femmes en responsabilité. La différence, Madame la Ministre, si je puis me permettre, c'est que l'exercice de responsabilité en tant que parlementaire ne sont pas de la même nature que les responsabilités électives, surtout dans les petites communes. Et je pense que là, l'AMF peut avoir un rôle à jouer à votre côté, naturellement, aux côtés de l'État, pour favoriser la formation, pour favoriser les sessions, pour favoriser peut-être la construction d'un véhicule législatif qui vous appartiendra peut-être de porter au nom du gouvernement le moment venu, pour ce qui concerne justement les disponibilités professionnelles, le niveau d'engagement, l'organisation de la société, la semaine, les week-ends. Quand on est maire d'une petite commune, plus le degré d'implication notamment du week-end, c'est pas tout à fait de la même nature, même si le travail de parlementaire est harassant, que les séances au cours d'une journée qui est au fond peu ou prou comme une journée professionnelle. Donc toutes ces problématiques, on doit les mettre en lumière. Donc nous retenons l'idée, vous en êtes d'accord, Agnès et Cécile, qui sont l'une et l'autre vice-présidentes de notre association. Cécile le sera dès demain, Agnès l'est déjà, pour ce rendez-vous annuel, pour la mise en place de ces sessions de formation, pour remonter vos demandes et au fond bien lister ce que l'AMF peut vous apporter. Il y a une équipe formidable où il y a d'ailleurs beaucoup de femmes, Madame la Ministre, énormément, et c'est normal parce qu'elles sont probablement en plus dans ces sujets extraordinairement importants, manifestent un degré d'implication qui fait que cette association, c'est une association qui va tout naturellement offrir certainement les meilleures perspectives de travail en commun. En tout cas, l'AMF, c'est un outil au service de l'État dans ce combat qui est partagé, collectif, au nom de la société, pour permettre aux unes et aux autres, au fond, de se réaliser, peut-être pas comme dans les parcours d'avant, où on s'inscrivait, par exemple, comme le mien, pendant 25 ans ou 30 ans, dans un degré d'implication à 100% au service de la cause publique, mais pouvoir le faire sans prendre de risque pour sa vie de famille, sans prendre de risque pour sa vie professionnelle, sans prendre de risque pour l'équilibre général de ce qui fait justement la construction d'un parcours, mais pouvoir le faire en liberté, en conscience, en responsabilité, en sécurité, mais surtout avec le plaisir, avec la passion, avec chevillé au corps, la volonté tout simplement de servir l'intérêt général sur 5 ans, sur un mandat municipal, peut-être sur un peu plus, peut-être sur une vie plus complète, en tout cas avec des crêtes, des creux, des périodes de vie, des cycles, des évolutions. Au fond, c'est ça la vie, les communes c'est la vie et l'État est là pour accompagner l'évolution de la société. En tout cas, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir. Très intéressé aussi par tous les thèmes que vous portez dans la société française, surtout aujourd'hui. Votre responsabilité est importante, mais la personnalité qui est la vôtre, je pense, permet aussi d'éclairer d'un regard nouveau et un nouveau chemin et une avancée accélérée à la hauteur des ambitions et du rôle de la place de la femme dans la construction de la société française. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les maires, je crois qu'il n'y a que des maires. Il y a déjà des adjoints aussi, des conseillers départementaux, départementales, bon, des élus locaux et locaux. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous parce que je suis moi-même conseillère municipale et conseillère communautaire. Oui, je cumule, c'est mal, mais j'ai rendu mes délégations, donc je suis simple conseillère communautaire et municipale. Je voudrais vous dire à quel point je suis un peu émue d'être avec vous parce que moi, je suis rentrée en politique par ce biais, en étant élue locale, parce que le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, pour ne pas le nommer, m'a contacté et m'a proposé de rejoindre sa liste. Et il nous a toujours dit que la première leçon de la vie politique,
particulièrement quand on est maire, c'est de savoir être à portée d'engueulade. Et j'ai cru voir ce matin que le président de l'AMF avait tenu un discours, me semble-t-il, assez similaire. Donc je suis heureuse de voir que nous avons au moins cette communauté de vue sur le rôle de l'élu. Je pense que quand on est élu local, il y a vraiment le dévouement. Les mots que vous avez utilisés, chère madame, nous rappellent ça, nous rappellent à quel point souvent être maire, particulièrement de petites communes, c'est du dévouement, parce que ça veut dire que dès qu'on sort de chez soi, dès qu'on ouvre la porte et qu'on met le pied dehors, eh bien, on est en train de travailler, on est à portée d'engueulade et on est en train de rendre des comptes. On m'a souvent demandé quelle était la différence entre être élu et travailler dans le privé. Il y en a énormément, mais l'une de celles qui est le plus caractéristique dans la vie quotidienne, me semble-t-il, c'est que quand vous êtes élu local, vous croisez votre patron tous les jours, puisque votre patron, c'est tous les habitants de votre ville. Donc dès que vous sortez de chez vous, vous êtes interpellé. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose, sans tomber dans les clichés féminins, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la vie des femmes. Les femmes font 72% des tâches familiales et ménagères, comme vous le savez, d'après l'INED. Statistiquement, les femmes vont plus chercher les enfants à l'école, à la crèche, faire les courses, etc. Donc il y a une forme d'empiètement, si vous me pardonnez ce mot, dans la vie familiale, dans l'exercice du mandat local, qui peut parfois effrayer un certain nombre de femmes. Vous avez évoqué une forme de sexisme dans la façon dont on parle des femmes engagées en politique. Moi, je vous donnerai un seul exemple que j'ai vécu pendant la campagne présidentielle, en termes de commentaires, en termes de sémantique. Un groupe d'hommes qui soutient un candidat à une élection, ça s'appelle un comité de soutien, donc c'est sérieux, c'est un groupe d'hommes, c'est un comité de soutien. En revanche, un groupe de femmes qui soutient un homme candidat à une élection, ce sont des groupies. On nous dit que les femmes, quand on n'est pas d'accord entre nous en politique, on se crêpe le chignon, qu'on est hystérique et agressive. Alors moi, il ne m'était pas apparu que les hommes politiques qui ne sont pas d'accord entre eux s'envoient des fleurs et se font des révérences, mais pour nous, ça passe moins bien. Et de la même manière, deux femmes qui font un accord ensemble, deux femmes politiques, on va souvent dire que c'est parce qu'elles sont copines, alors que deux hommes, ça a quelque chose de l'ordre de l'accord de paix réfléchi, mesuré, mature. Là, se niche effectivement le sexisme qui peut être extrêmement désagréable et extrêmement dévalorisant pour un certain nombre de femmes. Je voudrais poser une question qui est peut-être un peu politiquement incorrecte, mais souvent, je pense qu'il est important de se la poser aussi. Après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait des femmes élues locales ? Et je pense que c'est une véritable question intéressante, philosophique, à laquelle on peut apporter des réponses. Ma conviction personnelle, mais je pense que chacune et chacun d'entre vous a sa propre réponse, je ne pense pas que les femmes aient des qualités particulières. Je pense que les qualités comme les défauts sont assez également répartis entre les deux sexes. Je ne pense pas qu'on soit plus douce, plus diplomate, plus gentille, plus apte à faire telle ou telle tâche que les hommes. Mais je pense que les femmes ont des trajectoires de vie qui sont différentes de celles des hommes statistiquement. Il y a une étude américaine qui avait montré à quel point des chercheurs à un moment et des politiciens, des élus, sont passés à côté du sujet du cancer du sein au moment où il a émergé parce qu'aucun d'entre eux, bien évidemment, n'avait vécu de cancer du sein. Il n'y avait aucune femme autour de la table, aucun d'entre eux n'était concerné par ce sujet. Et ma conviction personnelle, c'est que si on avait eu plus de femmes parlementaires depuis plus longtemps, je pense que des sujets comme le manque de place en crèche ou des sujets comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on s'en serait emparé depuis belle lurette. Donc je pense qu'effectivement, cette différence de vie entre les femmes et les hommes, elle fait que les femmes apportent quelque chose à la vie politique, en particulier, non pas pour leur essence, mais pour leur trajectoire de vie. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet un peu tabou, qui est la difficulté, et vous l'avez très bien évoqué, parfois à trouver des femmes. Et nous, ça, on l'a vécu pendant les élections législatives. J'étais dans la Commission nationale d'investiture d'En Marche, et on avait ce manque de femmes jusqu'à ce que le président, qui était candidat à l'époque, interpelle les femmes et les fasse candidater. Je voudrais vous raconter deux choses. La première, c'est qu'il est très souvent arrivé que lorsqu'on appelle ces femmes pour leur dire « Vous avez été sélectionnées, vous allez être investies, félicitations, vous êtes une future députée », elles nous répondent « Ah bon ? Mais non, mais doit y avoir erreur sur la personne. » Parfois même, elles ont répondu « Moi, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne. En revanche, mon mari, il avait postulé aussi. Je suis très gênée pour lui. Il a toutes les qualités. Il fera un très bon député. Ça me met très mal à l'aise d'être sélectionné et pas lui. Est-ce que vous pouvez plutôt le sélectionner, lui ?»
Donc je pense qu'on a là une réaction de certaines femmes qui a été vécue de façon assez nombreuse pour nous dire quelque chose de la société. Il y a certaines études qui ont démontré à quel point les femmes candidates, quand elles pensent avoir la totalité ou la quasi-totalité des compétences, et moins les hommes. Donc effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit. On a un point sur l'autocensure à dépasser des femmes, et sans doute la formation des plus jeunes à ce que c'est que l'engagement politique et à la réalité de l'engagement politique serait assez nécessaire. Pour vous faire part d'une deuxième anecdote, toujours dans le cadre de la commission d'investiture, on avait donc du mal à trouver des femmes. Ensuite, on a fini par arriver à 45% des candidatures qui étaient des candidatures féminines. Sauf que dans les 2 dernières semaines, quand toutes les études d'opinion donnaient le président en tête, on a eu une abondance de candidatures masculines. Et dans la nuit du premier tour, on a eu des candidatures masculines à 90%. Ça veut dire qu'il y a une forme de réflexe, mais c'est très intéressant d'un point de vue quasiment anthropologique. Il y a une forme de réflexe masculin de se dire « c'est le gagnant, je vais aller avec lui », et qui est un réflexe vraiment masculin et qui est moins un réflexe féminin. Les chiffres nous le disent. Quand on regarde les candidatures, c'est cela qui apparaît. Et ça me semble extrêmement intéressant. Vous avez parlé également de la question du temps. Moi, j'ai toujours été frappée quand j'étais élue locale et j'ai beaucoup milité contre les conseils municipaux à 18h. 18h, pardon, mais pour moi, c'est l'heure de la sortie de l'école, des devoirs et du bain. Donc c'est extrêmement compliqué d'être en conseil municipal à 18h et de continuer à faire ses tâches ménagères. Alors on pourrait déplorer qu'on fasse la totalité des tâches ménagères. Jusqu'à présent, c'est comme ça pour beaucoup de mères, et notamment des mères célibataires, qui sont la majorité des familles monoparentales. Et du coup, ça veut dire qu'on se prive de tout un tas de personnes et de tout un pan de la société, les mères à la tête des familles monoparentales, qui n'ont pas la possibilité matérielle de s'engager, ni de payer une babysitter ou une nourrice ou quelque chose pour faire en sorte d'être présente dans les conseils municipaux. Donc il y a là un vrai sujet. Je n'ai jamais réussi à le faire progresser dans la ville où j'ai été élue. Si quelqu'un y arrive, je suis très preneuse de vos retours d'expérience. Vous avez parlé également du sujet des délégations et des stéréotypes, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes aient des délégations aux affaires sociales, aux crèches, à la petite enfance, à l'égalité femmes-hommes, etc. Moi, j'avais la double délégation. J'avais une délégation égalité femmes-hommes, donc totalement cliché, vraiment droit des femmes, et en même temps une délégation attractivité économique, innovation technologique, donc totalement une délégation dite d'hommes sur les sujets comme French Tech, où je me suis retrouvée très souvent à être la seule femme dans beaucoup de réunions sur le développement économique, l'attractivité économique, etc. Et avec peut-être même parfois une méfiance, c'est-à-dire que quand on est une femme, on est censé être experte des droits des femmes. En l'occurrence, je l'étais, mais j'aurais très bien pu ne pas l'être. Il y a une forme de présomption. Donc toutes les femmes seraient expertes des politiques publiques d'égalité femmes-hommes. Et en revanche, il y a une présomption d'incompétence sur d'autres sujets comme l'attractivité économique. Et je pense qu'effectivement, il est important de faire en sorte que chaque homme ou femme élu puisse aller vers la délégation vers laquelle il se sent le plus à l'aise, sans tomber dans un stéréotype, sans être non plus dans le rejet de telle ou telle délégation, parce que je ne vois pas non plus au nom de quoi les délégations à la petite enfance, par exemple, seraient moins importantes que les délégations à l'urbanisme. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'il y ait de hiérarchie dans l'importance des délégations. Vous avez parlé de la formation et, en creux, il me semble, du statut de l'élu. Je pense que c'est effectivement un sujet qui est majeur, sur lequel on est en train de réfléchir. Effectivement, je pense que tant qu'il n'y aura pas de protection véritable de l'élu pour être à la fois élu et travailler dans le privé, ou faire des allers-retours entre le statut d'élu et le statut de travailleur, de salarié ou de travailleuse en l'occurrence, ce sera très compliqué pour des femmes de s'engager et d'être dans une forme de sécurité. Donc c'est un sujet qui doit mériter toute notre attention, et on sera vraiment preneur de toutes les recommandations que l'AMF pourra nous formuler à cet égard. Vous avez évoqué également la loi sur l'intercommunalité. C'est un exemple flagrant parce que c'est le parangon de l'efficacité sur les lois sur la parité. C'est-à-dire les conseils municipaux, il y a une loi sur la parité, je crois qu'on est à 48% de femmes, corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est 48% de femmes dans les conseils municipaux. Dans les intercommunalités, pardon de le dire comme ça, mais c'est la jungle. Il n'y a pas de loi sur la parité, donc en gros le plus fort, le plus ancien, donc l'homme, le plus souvent, prend les responsabilités. Donc je note également votre proposition d'un binôme paritaire qui me semble extrêmement intéressante, et on en discutera là encore avec tous les représentants concernés à cet égard.
Pour finir, peut-être 2 considérations. La première, je pense que si la vie politique était moins basée sur les normes masculines du pouvoir, pour reprendre l'expression de l'Institut Catalyst, elle serait peut-être moins effrayante pour les femmes. Et quand on me dit qu'on veut faire de la politique bienveillante, c'est aussi faire une politique d'inclusion, où on n'est pas tout le temps sur un combat de coq, sur vouloir écraser les autres, sur vouloir les humilier, mais simplement sur un débat d'idées. Ma conviction personnelle, c'est qu'à chaque fois que le débat d'idées tombe au niveau du débat de personnes, c'est une défaite intellectuelle pour tout le monde et qu'il faut pouvoir faire vivre le débat public et le débat d'idées dans la bienveillance et pas forcément dans l'agressivité. Et enfin, 2 choses qui sont peut-être là totalement politiquement incorrectes. Mais premièrement, je voudrais vous dire que je trouve que la politique, c'est pas aussi difficile qu'on nous le dit. Moi, j'ai commencé la politique assez tard, finalement, à plus de 30 ans, parce qu'avant, je me suis toujours dit que ça devait être un monde dur et cruel, et que conduire des politiques publiques, ça devait nécessiter d'avoir fait l'ENA, en gros. Et en fait, c'est pas si difficile. La plupart des femmes font ce que je disais tout à l'heure, la plupart des tâches ménagères, des tâches familiales, élèvent des enfants, etc. Très honnêtement, moi, je trouve ça plus difficile d'élever les enfants que de conduire des politiques publiques. Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est si difficile que ça. Et inciter des femmes à venir se former à la vie politique. C'est mon premier point. Le deuxième est encore pire, je vous préviens. J'ai eu la chance, entre guillemets, mais je ne nie pas du tout l'existence du sexisme, du harcèlement sexuel, etc. en politique. Pas du tout, je pense qu'il faut le dénoncer, le combattre. Et nous, on a mis dans le mouvement politique auquel j'appartiens, on a lancé un protocole de lutte contre le harcèlement sexuel. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus effrayer les jeunes femmes en leur disant que si elles font de la politique, systématiquement, elles vont être victimes de sexisme. Je ne dis pas pour vous, je ne dis pas que vous le disiez, mais c'est un discours qu'on a souvent entendu quand on parle de politique et de femmes en politique, systématiquement, on le lie au sexisme. Moi, j'ai été élue locale pendant 4 ans, responsable dans des mouvements politiques, depuis 6 mois, donc c'est récent, mais quand même dans un gouvernement, et je n'ai jamais été mansplainée. Où est monsieur ? On ne m'a jamais coupé la parole parce que j'étais une femme. On a été en désaccord avec moi parce qu'on était en désaccord, mais je n'ai jamais ressenti du sexisme de la part des hommes qui faisaient de la politique avec moi. Donc je pense que c'est important de le dire aux jeunes filles que ça n'est pas parce qu'elles font de la politique qu'elles vont être systématiquement victimes de sexisme. Et enfin, j'appelle quelque chose de mes vœux. J'appelle à ce que j'appelle la sororité, la solidarité féminine, que on ne trouve pas tellement dans la vie politique. Vous l'avez évoqué. Moi, j'ai été extrêmement bien accueillie dans la vie politique par les hommes de tous les âges, par les jeunes femmes, et très mal par les femmes qui étaient là depuis 4 mandats et qui me demandaient en gros... Merci. Qui se demandaient en gros pourquoi moi, je bénéficierais de facilités alors que pour elles, ça a été si difficile. Donc moi, j'ai énormément de respect pour toutes les femmes qui ont fait de la politique avant les lois sur la parité, qui ont eu à se battre dans des conditions très difficiles. Mais je pense qu'il nous appartient de créer des conditions d'engagement dans la vie politique pour toutes les femmes, de façon favorable, d'être solidaires et de travailler pour que les prochaines générations de jeunes filles et de femmes, nos sœurs, nos filles, nos petites filles, puissent s'engager dans la vie politique plus facilement que ça ne l'a été pour nous ou pour les générations précédentes. Je vous remercie.